moi aussi. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Stéphane Mamoudi de MarkLogic. On va parler d'approche data-centrique et de transformation numérique dans le monde des médias. Je serai accompagné d'Éric Poilvet, notre Forrest Gump national, qui court tout le temps. Et donc, ce qu'on a préparé pour vous, en fait, c'est d'abord déjà de vous parler des médias et de vous, des challenges d'une transformation, de la chaîne de valeur avec MarkLogic, de notre innovation technologique. Et puis après, on fera une illustration justement avec Forrest Gump, en voyant avec un film tout ce qu'on peut faire dessus. Donc si je veux parler de transformation numérique dans les médias, grosso modo, ce dont je vais parler, c'est déjà comment ça fonctionne dans une chaîne de valeur classique. Et la chaîne de valeur classique, c'est d'abord, il y a de la production, on crée un film. Ensuite, on va avoir de l'édition, donc des systèmes de programmation, une ligne éditoriale et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, on va faire attention aux droits d'auteur. Il y a des contrats qui se passent pour pouvoir diffuser après. Et on va avoir de la diffusion. Donc, c'est un schéma, j'avoue, très simpliste mais générique, qui peut parler à tout le monde, y compris à la presse. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, on va mesurer l'audience. Et l'audience va donc générer tout ce qu'il faut pour faire de la publicité. Donc en fait, ce qui change dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est une évolution par l'hyperdiffusion et l'usage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on consomme de l'information pas du tout comme on faisait avant. On ne vient pas à 20h30 pour regarder le film, on peut le regarder en replay quand on veut, on peut faire de la VOD quand on veut, on peut regarder sur YouTube, on peut regarder sur son téléphone. Donc en fait, tous ces devices, c'est ce qu'on appelle de l'hyperdiffusion. Et l'intérêt, c'est que bon, il y a un petit problème technologique, il faut diffuser ces informations sur des supports différents. Mais l'intérêt quand même, c'est qu'on peut savoir qui consomme quoi, quand il le consomme. Donc en fait, on va pouvoir commencer à mettre de l'usage. Donc quand il le consomme, qui consomme, est-ce qu'il consomme toujours la même chose? Et puis après, on peut même penser en fait que si on est en période de vacances et que la météo n'est pas très bonne, genre ce week-end, peut-être que ça a un impact sur le type de produit que je pourrais créer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que l'hyperdiffusion et l'usage sont liés et que tout ça, ça va dire quoi? Ça veut dire que la façon de faire de l'audience va être enrichie. Je pourrais même regarder dans mes réseaux sociaux qu'est-ce qu'on dit de ma dernière diffusion, de mon dernier produit, de mon dernier reportage. Et puis forcément, ça va chambouler un peu la publicité parce que la publicité va pouvoir être beaucoup plus précise sur ce qu'elle peut diffuser comme message, comment on va placer des produits. On va voir ça un petit peu après. Alors bien sûr, si on fait ça, ça veut dire que la partie d'édition aussi est en train de changer. Et l'édition, elle change parce que, grosso modo, on va maintenant demander à l'édition de créer des nouveaux produits, mais qui s'adaptent en fait à la consommation. Et la consommation va faire la création de nouveaux produits. C'est une espèce de système de recommandation qui est en boucle. Plus on va consommer tel type de produit par tel type d'utilisateur et pour tel type d'usage, et plus je vais créer des produits pour eux. Bien sûr, ça va aussi changer quelque chose sur la partie production. Alors ça peut être aussi dans la partie édition, mais on va essayer au maximum d'enrichir la production, c'est-à-dire enrichir nos contenus pour qu'ils puissent être utilisés de manière différente, dans des contextes différents, mais que la base du contenu soit toujours la même chose. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est plus qu'une transformation numérique en réalité, c'est surtout une transformation du business model. La façon de faire le business pour une télé, pour la presse, est très différente aujourd'hui de ce qu'elle pouvait être il y a 10 ans. Alors quand j'arrive là-dessus, j'arrive sur une transformation d'un business model, une transformation numérique. Il y a un terme qui revient toujours, c'est la transformation. Et moi, ce que j'aime bien dans la transformation, en fait, c'est que je compare toujours ça à quand mon patron, qui peut-être est dans la salle, bon, il est anglais, donc il ne comprend pas, ça va. Quand il me demande de changer de façon de travailler, je lui dis « Ah ben non, je n'ai pas envie ». Quand il m'explique que ça va m'apporter plus, bon là, je veux bien regarder. Donc en fait, la transformation, c'est d'abord une conduite de changement et c'est d'abord organisationnel. Donc organisationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des clés de réussite. Et les clés de réussite, c'est assez simple et très compliqué à la fois. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait un intérêt qui soit partagé. Si l'intérêt n'est pas partagé, si tout le monde n'y gagne pas, c'est quand même très compliqué de faire une transformation. Pour supporter ça, il faut qu'on puisse montrer des résultats rapides. Si on fait des schémas directeurs sur 3 ans, pour une transformation, ça pourrait paraître logique, mais il ne faut pas que la première étape soit dans 3 ans. Il faut vraiment que ça soit mois par mois ou des étapes maximum de 2 mois, selon ce que l'on veut montrer, et qu'on veut montrer à tout le monde pour partager l'intérêt, renforcer l'intérêt. Quand on fait ça, on essaye de faire un peu
des preuves de valeur. Alors je vais montrer un peu ce que c'est qu'une preuve de valeur chez nous, sachant que nous on est des technologues, mais on fait très attention en fait à cette partie de conseils qu'on peut apporter, même si ce n'est pas notre business, mais pour aider nos clients à aller dans la transformation avec un support technologique, effectivement, qui est MarcLogic. C'est pour ça aussi que je suis ici. Donc juste pour parler un peu de la preuve de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir un grand processus de transformation, mais ce qu'il va falloir définir, c'est des étapes courtes. Et pour définir des étapes courtes, il faut illustrer des besoins. Donc essayer de prendre des besoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un scope fonctionnel, avoir quelque chose qui soit très significatif, non pas en volume, mais en type de source, par exemple, en type d'information. Est-ce que je peux récupérer la partie sentiment qui vient de ma DMP, de mon réseau social, et l'associer à mon contenu pour voir si je peux le distribuer bien? Ça, c'est pas très très long à faire, c'est pas un schéma global, mais on va pouvoir en fait comme ça montrer quelque chose aux gens qui organisationnellement doivent avoir un intérêt à la transformation. La deuxième chose, c'est qu'on va faire une architecture de référence. C'est-à-dire que c'est très bien de faire des petits prototypes et ainsi de suite, mais il faut tenir en compte l'écosystème qui existe. Donc l'écosystème qui existe, c'est la spécificité de l'écosystème, les contraintes qu'il peut y avoir, bien sûr des contraintes aussi de sécurité. Je vous invite tous de voir un peu la partie GDPR qu'on fait très très bien sur notre stand. Et puis la partie je vais faire un nouveau besoin applicatif, ce n'est pas pour faire un nouveau silo, c'est pour faire une transformation. Donc ça doit continuer en fait dans un processus global. Et bien sûr, il faut que ça rapporte quelque chose. Donc en fait, il faut toujours essayer de qualifier et de quantifier la valeur donc, du nouveau business, l'impact sur l'existant, l'impact économique, enfin tout ce qu'on peut faire dessus. Et ça, vraiment, c'est une étape qu'on doit faire avec quelques semaines et avoir un rapport global en délivré qui va montrer effectivement l'illustration, un rapport d'architecture et puis un rapport d'impact sur la valeur. Alors, si je parle de chaîne de valeur, donc avec ma production et ainsi de suite, qui va jusqu'à la diffusion, eh bien en fait, MarcLogic est là, et n'est plus là. Le problème, c'est que mettre ça sur un PC, c'est un peu compliqué. On va virer ce machin, là. Mais ils n'y arriveront pas. Alors. J'ai le droit à 2 minutes de plus. C'est bon. C'est bon là? Donc en fait, voilà la chaîne de valeur. En fait, grosso modo, il y a la partie usage. L'usage, c'est toute la consommation, les logs, la DMP qui pourrait exister. C'est tous les événements particuliers, genre la météo ou des annonces super importantes aujourd'hui, je crois, par les partis politiques. Ça peut être toute l'information qu'on peut avoir chez soi, mais qu'on va ramener en fait en source d'information sur du CRM. Après, il y a la partie produit, donc la partie production, édition, distribution, patrimoine existant, patrimoine partenaire. Il y a la partie marketing et publicité. Et là, c'est vraiment, je vais rechercher mon information et qu'est-ce qui se passe. En fait, on a les données en entrée ici. Et l'idée, en fait, c'est de faire un data hub qui va permettre non seulement de mettre toute la description de la donnée et quelquefois son contenu à l'intérieur du data hub, et surtout que cette information, elle soit reliée. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir un compte Twitter qui a tweeté sur un film, mais c'est d'essayer de savoir si je peux faire un rapprochement avec l'information que j'ai dans mon CRM, dans mon système d'abonnement. Et par rapport au type de produit que j'ai, je pourrais comme ça créer des produits qui sont similaires. Donc en fait, on va travailler sur la description ici, avoir une entrée d'information et puis une sortie. Donc la sortie, c'est la partie, on va dire, rapport, comment est consommé en fait le système. Mais si j'ai du rapport, ça veut dire que je pourrais faire de l'analyse. Donc là, je peux aller chercher pourquoi j'ai ce type de rapport, pourquoi j'ai ce type de valeur, et je vais aller diguer dans mon information. Et puis si je suis capable de faire ça en analytique, je pourrais peut-être générer des applications pour faire de l'hyperdiffusion qui contient cette information, qui fait qu'à chaque fois que je vois que Stéphane se connecte le soir à 18h30 sur tel type de reportage, il y a peut-être des reportages similaires que je pourrais lui proposer et où il pourrait être intéressé, et surtout sur ce fuseau horaire. Donc en fait, l'hyperdiffusion est ici.
Donc ici, c'est ce qu'on fait en fait, c'est de l'enrichissement. C'est-à-dire qu'on prend les données, mais on ne les prend pas pour les mettre dans un même endroit, et puis voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enrichir, mettre de la description de la donnée, la mettre au même endroit et surtout la relier ensemble par un système d'enrichissement, de métadonnées, de désambiguation, de rapprochement d'informations. Et puis, on va pouvoir l'utiliser après de façon applicativement dans un contexte donné. C'est-à-dire que le même contenu peut être différent selon que je l'utilise sur mon téléphone, où je suis un peu penché en avant, ou sur mon PC le soir. Donc peut-être le même contenu, mais avec plus d'informations riches dessus. Donc c'est la partie, la contextualisation, et puis surtout, la recommandation. Ce qui est intéressant, c'est que la recommandation, ce n'est pas un instant T et ça ne marche plus après. La recommandation, c'est par rapport à la consommation qui se fait au fur et à mesure. Donc il faut être capable de réécrire dans le Data Hub. Donc pour vous définir marque logique par rapport à ça, c'est grosso modo une base qui permet d'être simple pour intégrer l'information, parce qu'on l'intègre telle qu'elle est, il n'y a pas de modèle. Donc on prend un CSV, on prend un XML, on prend un JSON, on prend une API qui va chercher dans une base ou dans une application, et on la met telle qu'elle est. L'information peut être structurée ou non structurée. Ce qui est important en fait, c'est que toute l'information qui va arriver peut changer d'ailleurs dans le temps sans impacter le modèle. Ce qui va se passer, c'est que toute information qui rentre est indexée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va indexer la métadonnée, donc la description de l'information. On verra, on va indexer les métadonnées de Forrest Gump. On va indexer la géolocalisation. Où sont les scènes de Forrest Gump? Où sont les gens qui consomment mon information? On va indexer aussi ce qu'on appelle en fait, le texte, donc faire du full texte et l'indexer pour pouvoir le retrouver. Ce qui est très pratique avec, combiné avec ce qu'on appelle les triplés, pour retrouver, par exemple, ma fille me demande toujours le soir, je veux voir l'émission où il y a le monsieur et la dame qui se disputent toujours. Donc ça, c'est M6 et c'est scène de ménage. Elle, scène de ménage, elle ne sait pas ce que c'est, mais elle sait dire ça. Si je sais rechercher ça en full texte et retrouver effectivement scène de ménage, bah, j'ai gagné parce que je peux retrouver, on verra une application d'ailleurs NBC qui fait ça avec le CNL. Comme toute information qui est ingérée est indexée automatiquement et de façon automatique sans rien avoir à faire, on va pouvoir comme ça après retrouver tout type d'informations et donc mettre un système de requêtage après pour faire des applications. Comme toute innovation, ce qui est très important, c'est que là, on va commencer à faire coïncider des informations de production, d'édition et de l'information, par exemple, d'usage, donc de clients. Donc il est extrêmement important que ça soit sûr et sécurisé. Et donc, en fait, notre système qui existe depuis les années 2000 a commencé d'ailleurs dans le monde de la défense après 2001, après ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc l'information est effectivement très sécurisée avec des niveaux de certification, le CCC, qui permettent en fait d'avoir d'intégrité et être sûr que la donnée ne peut pas être volée. Donc voilà, l'alternative marque logique, c'est ça. C'est une base de données entreprise en fait qui permet d'ingérer toute information, de l'enrichir, de la contextualiser pour différents types d'applications. Donc je vais pas beaucoup parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est que je vous invite après à venir sur notre stand et on pourra parler de ce que fait la Gardère Active, de ce que fait l'OCDE, de ce que fait NBC, de ce que fait Disney. On est juste ici pour vous teaser un petit peu, vous donner un truc général. Donc n'hésitez pas à venir, on est sur le stand 325. On va passer maintenant à l'illustration. Alors, pour l'illustration, en fait, on est parti d'un film. Et l'idée, c'est d'alimenter un data hub qui représente un data hub lié aux médias. Oula, attention, accident du travail. Avec des métadonnées, avec des annotations sur les médias, avec des transactions, et illustrer comment MarqueLogic va s'adapter à ces contenus, les charger, permettre le requêtage, et les lier surtout pour extraire de la valeur, et notamment le but final qui sera illustré par NBC, ça va être de personnaliser l'expérience utilisateur sur les services en ligne à partir de toute la métadonnée qui a été produite pendant tout le cycle de vie du contenu. On va passer sur l'illustration. Je vais vérifier, comme il n'y a pas de... Ouais, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, l'idée, c'est de partir d'un film. Donc là, on est parti de Forrest Gump et de montrer cet enrichissement. Alors évidemment, MarqueLogic, alors on est schéma agnostique, ça veut dire qu'on peut charger la donnée telle qu'elle est. Donc on va pouvoir charger des métadonnées, typiquement des métadonnées de film, on peut les charger en l'état. On va retrouver des caractéristiques telles qu'on pourrait les retrouver sur les services en ligne. Après, on va s'intéresser à des données qui sont intrinsèques aux médias et aux films, notamment les scènes. Donc là, on va charger une source qui représente l'ensemble des scènes qui se passent
pendant le film. Donc, là, c'est un mélange, c'est des métadonnées qui vont décrire les périodes de temps, les caractéristiques de la scène et où se passe l'action. On va pouvoir faire la même chose avec des dialogues. Là, l'idée des dialogues, c'est que les dialogues, c'est du contenu non structuré. Donc là, on va retrouver, alors c'est un peu petit parce que la résolution est bonne, mais on va retrouver sur le film tous les dialogues du film, quel personnage parle, pendant quelle période de temps. Donc là, on est sur de la donnée structurée. Donc MarcLogic, il faut le voir comme une base de données à même de gérer un data hub avec des capacités de requêtage et de recherche. Donc là, par exemple, on facette les personnages qui sont liés aux différents dialogues qui sont présents dans le contenu. Autre information, on va pouvoir charger la musique qui est jouée tout au long du film, pendant des périodes de temps. Là, pareil, on va pouvoir charger les métadonnées de la musique, quelle que soit la source, parce que ce qu'on évoquait là tout à l'heure sur le stand, c'est que généralement les fournisseurs de ces contenus, ils sont multiples. Ça va être les producteurs de musique, ça va être les scénaristes. Donc il va y avoir tout un ensemble de sources de données en lien avec le média qu'il va falloir charger et rapprocher. Donc là, on les charge, on les rapproche, et on va voir plus tard qu'on va les rapprocher via du graphe. Mais avant, ce qui peut être intéressant, c'est notamment d'analyser les périodes pendant lesquelles les acteurs jouent certains rôles. Donc là, on a chargé les acteurs, leurs relations avec les rôles, et donc à partir de là, on va pouvoir identifier dans les autres sources simplement le nombre de dialogues, le temps total de participation, le temps moyen, etc. pour chacun des acteurs. Ce qui est intéressant dans les médias, c'est aussi le placement produit, parce qu'en fait, sur les films, évidemment, on va chercher à monétiser le temps d'antenne. Et donc là, par exemple, on va, depuis les annotations du film, on va extraire la présence de marques à l'intérieur du film et les périodes de temps pendant lesquelles ces marques sont mentionnées. Donc là, on retrouve notamment dans Forrest Gump, Apple, Dr Pepper et Nike. Tout ça, c'est bien. C'est de la métadonnée qui peut être issue de différentes sources, qui peut avoir plein de propriétés différentes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de lier ces métadonnées. La spécificité de MarcLogic, c'est non seulement d'être une plateforme de base de données NoSQL orientée documents. On évoquait tout à l'heure qu'on pouvait charger du XML, du JSON en l'état. Mais on est aussi un triple store sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire, un triple store sémantique? Ça veut dire qu'on va pouvoir modéliser l'information via des relations sémantiques. Là, ce que j'ai chargé, c'est le graphe de relations des métadonnées qu'on a vues avant. Avant, on a chargé des textes, on a chargé des acteurs, on a chargé des scènes, des musiques. Et en fait, ça, c'est le graphe de relations à l'intérieur du film, des relations qui sont sémantiquement décrites. Donc, on voit quel acteur est présent dans une scène, quelle musique est présente dans une scène. Tout ça modélisé sous forme de graphe. Ça commence à être intéressant parce que là, on va pouvoir, à partir d'une entrée du graphe, extraire de l'information sur le contexte. Et ça, c'est surtout intéressant quand on fait des transactions. Donc là, je vais charger des transactions qui sont liées à ces scènes. Les points rouges qu'on voit, c'est les transactions qui sont chargées dans le système, en l'occurrence, c'est des likes, qui sont réalisés à des moments du film. Et donc, ces likes, en fait, sont en lien avec des scènes qui eux-mêmes sont en lien avec de la musique, avec des acteurs, avec des personnages qui sont liés à des acteurs, etc., sur le graphe de relations. Et là, on voit qu'on commence à créer un contexte assez intéressant pour analyser ce qui se passe et pour analyser les préférences de l'utilisateur. Parce qu'on va partir d'un instant, qui est le moment où la personne a déclaré aimer le film, et à partir de cet instant, on va pouvoir remonter, en parcourant le graphe, à toutes les informations contextuelles qui sont liées à ce moment. Et ça, c'est exactement ce que fait NBC avec MarcLogic. On va repasser sur les slides. C'est bon ? Ouais. Hop. Donc NBC, ils ont lancé une application il y a 1 an et demi pour les 40 ans de Saturday Night Live, qui est donc une émission dans laquelle il y a des sketchs. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a Trump qui est assez présent. Donc il y a des sketchs qui sont joués par des acteurs tous les samedis, évidemment, depuis 40 ans. Et donc ce qu'a fait NBC, c'est qu'ils ont chargé dans MarcLogic l'intégralité du contenu. C'est-à-dire
les sketchs, les personnages, les acteurs qui les ont joués, les relations entre ces éléments via le graphe sémantique qu'on a illustré juste avant. Et ce que fait NBC, c'est qu'ils font de la recommandation sémantique en utilisant ce graphe. Et ce qu'ils font, c'est exactement ce que je décrivais avant. À chaque fois qu'un utilisateur consomme un contenu, partage un contenu sur les réseaux sociaux, en fait, ils vont venir rajouter sur le graphe une relation entre cet utilisateur et l'objet présent sur le graphe. Et afin de personnaliser l'expérience, en fait, ils requêtent le graphe de relation entre l'utilisateur et l'ensemble des concepts qui sont liés aux différents instants qu'il a aimés dans les contenus. Donc ça, c'est une application qui a été réalisée en 4 mois par les équipes de NBC sur base MarkLogic. C'est une application qui fait 100 millions de vues en 3 mois, 50 000 requêtes par minute en pic, et qui est le cœur du service est basé sur cette recommandation sémantique, c'est-à-dire exploiter le graphe de relation entre les métadonnées et les interactions de l'utilisateur avec ces données pour personnaliser l'expérience. Voilà pour l'illustration. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Allez-y, madame. Ah, ça ne marche pas. Attendez, ça ne marche pas. Oui, concernant les relations, il y a un ensemble de relations prédéfinies au départ et qui s'enrichissent, c'est ça, ou c'est l'utilisateur qui doit les définir à partir de les relations telles qu'il les voit entre les différents concepts? C'est pour savoir comment fonctionne ce modèle. Alors, le principe d'un triple store sémantique, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les relations qui sont déduites des métadonnées elles-mêmes. Donc là, c'est une relation assez directe entre la donnée et les relations sur le graphe. On peut imaginer la présence d'un acteur dans une scène, elle est juste déduite des périodes de temps et on crée une relation. Le principe d'un triple store, c'est de pouvoir inférer de l'information, c'est-à-dire déduire des choses à partir de règles. Donc ça s'appelle de l'inférence, ça se paramètre avec des règles, c'est-à-dire qu'on va définir des règles. Les règles, ça va être si j'ai une relation indirecte, enfin, c'est-à-dire j'ai indirect, c'est-à-dire j'ai n pour atteindre 2 objets dans le graphe, j'ai une relation qui les lie, alors je vais pouvoir déduire quelque chose. Un exemple simple, on va prendre j'habite à Paris, Paris est en France, on va pouvoir inférer que j'habite en France à partir d'une règle, par exemple. C'est-à-dire que l'information à aucun moment n'est présente physiquement dans la base, mais parce qu'on a on a une règle qui dit que si on a une relation indirecte, alors la relation sémantique directe existe, alors on va pouvoir la requêter. C'est-à-dire que je vais pouvoir interroger la base en lui demandant directement qui habite en France, alors qu'à aucun moment cette information n'est physiquement enregistrée en base, elle est juste déduite de ce qui est déjà chargé. C'est le principe de l'inférence. Et là, sur le scénario NBC, donc il y a plusieurs niveaux. Il y a les métadonnées desquelles sont déduites des relations. Il y a l'inférence qui déduit d'autres relations. Et enfin, il y a les interactions de l'utilisateur qui viennent enrichir le tout en continu. Voilà. D'autres questions? Allô, ça s'entend ou pas? Ça marche pas apparemment. Ok, non mais c'est pas grave, si vous n'y arrivez pas, on va y arriver. Moi j'ai une question sur la scalabilité. Vous dites que vous assurez les contraintes acides et que vous êtes en même temps une base de données NoSQL. J'ai jamais vu ça. J'aimerais ça. Donc la question est comment vous le faites? Comment vous arrivez à distribuer et jusqu'à quel volume vous pouvez le faire? Bon, donc système Obamacare, je sais pas, c'est quoi le plus gros truc qu'on a? La défense peut-être. Ouais, je pense que la défense, la BBC qui fait tous les Jeux Olympiques avec, donc c'est 40, 60, 80, 100 nœuds, c'est acide et il y a de l'intégrité. On pourra vous montrer ça après parce que c'est quand même une de nos spécialités, c'est pas vendeur d'ailleurs, mais je veux dire c'est une base sécure, on peut s'en parler après si vous voulez. Une autre question? 5 minutes 42. Vous n'avez pas d'autres questions? Moi j'en ai une. À quelques semaines près, tu as mis combien de temps pour faire le truc là avec les graphes, tout ça? Moins d'une semaine. Je te demande à quelques semaines. Okay. 3 jours. 3 jours pour faire ça. Donc c'est ça un proof of value, c'est que ça montre des petites choses comme ça.
On est conscient que ce n'était pas tout ce que fait dans une transformation, mais ça montre des petits trucs et c'est 2-3 jours à chaque fois à faire. Je voudrais juste finir là-dessus, parce que je me fais... Voilà. On est sur le stand de 325 et il y a des présentations toutes les heures. Je pense que si c'est lié aux médias, je pense que la partie GDPR peut être extrêmement intéressante, puisque c'est une réglementation qui arrive, là, qui devrait être en fonctionnement rapidement. Et puis il y a d'autres domaines qui sont visualisés. Merci.